Bonjour et bienvenue dans cette 10e édition du JMT. Aujourd'hui, nous ferons la part belle à Hyundai Kia, dont l'actualité est foisonnante. Nous reviendrons sur les évolutions du Tesla Model Y et décortiquerons les conséquences des décisions du groupe Volkswagen. Les rubriques Histoire et Concept de la semaine nous emmèneront sur le terrain de l'héritage français en matière de voitures électriques ou non. Et je ferai un rappel d'agenda en fin de vidéo. Si seul l'un de ces sujets vous intéresse, vous trouverez un chapitrage dans la barre de lecture. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voulais revenir sur le parrainage Tesla dont j'ai parlé dans le dernier JMT. Comme anticipé, celui-ci a été transposé en Europe avec des valeurs en dollars converties en euros. Ainsi, un parrain peut avoir jusqu'à 10 filleuls par an et donc cumuler 5000 € de remise sur tous les produits Tesla. Comme je suis en phase d'achat d'un second véhicule et que mon choix s'est porté sur une Tesla, je vais donc faire mon opportuniste aujourd'hui. Mais pas sans donner quelque chose en retour. Vous le savez, depuis le concours de 2022, où j'avais partagé la quasi-totalité de mes gains de parrainage lors du concours de fin d'année, je n'aime pas prendre sans renvoyer l'ascenseur. Donc, je suis à la recherche de filleuls pour accélérer mon achat d'un Tesla Model Y qui, sans cette aide, ne se fera que l'année prochaine. Le temps pour moi d'économiser la différence. Si j'obtiens ces 10 parrainages, je pourrai faire mon achat plus tôt et bien sûr ferai des vidéos au sujet de cette nouvelle voiture. Mais ça ne me suffisait pas. J'ai donc réfléchi aux moyens de récompenser mes filleuls. En conséquence, les 10 filleuls qui m'auront fait confiance seront crédités pendant l'année à venir sur mes vidéos. Leurs liens de parrainage remplaceront le mien pendant le temps où je ne peux plus avoir de parrainage. Ainsi, lorsque j'aurai atteint le maximum fixé par Tesla, j'appellerai à utiliser les liens de parrainage de mes filleuls. C'est un moyen de les remercier en leur faisant profiter de la petite notoriété de ma chaîne. Vous trouverez donc mon lien de parrainage dans la description. Et juste ici. Merci d'avance. Autre petit message avant de commencer. Mon ami Jonas des Wigo Moulins a rentré une voiture d'occasion extrêmement intéressante. Il s'agit d'une BMW i3 42 kWh de 2019 ayant 93 000 km. Pour l'avoir vue en vrai, elle est en très bon état et garantie par Ewigo. Elle est affichée au prix de 11 990 €, ce qui est super bien placé par rapport à ce qu'on trouve sur le marché. Le lien de l'annonce est aussi en description. Si je vous partage cette annonce, c'est que je la trouve extrêmement intéressante, mais aussi parce que Jonas aide énormément le choucroute garage pour trouver des sujets et nous a permis pas mal d'essais. C'est à lui qu'on doit entre autres l'essai de sa Tesla Model S Long Range fin 2021. Cette fois-ci, lorsque je suis allé à Moulins, c'était aussi pour un essai qu'il m'a offert, ainsi qu'à vous finalement, et qui sortira bientôt, celui de la Mercedes EQS. Et vous verrez, c'est une voiture très étonnante. Bien, assez de messages, passons à l'actualité. Le Model Y Juniper, version SUV de la Model 3 Highland, se dévoile peu à peu. Les indiscrétions vont bon train et on pourrait croire que la voiture n'aura rien de nouveau à nous offrir. Mais Tesla nous réserve peut-être quelques surprises. Si le Tesla Model Y a été le modèle le moins disruptif de chez Tesla, il n'en est pas moins celui qui a le mieux réussi. Paradoxalement, les modèles les plus disruptifs, à savoir la Model S, le Model X et après la Model 3 par sa configuration intérieure, ont eu de beaux succès, mais sans pour autant réussir à s'imposer comme l'a fait le Model Y. À ce jour, c'est la voiture la plus vendue au monde et son introduction en Turquie par exemple a donné exactement le même résultat. Pourtant, Tesla ne se repose pas sur ses lauriers et on le comprend, puisque le Model Y commence à vieillir et son restyling approche à grands pas. Prévu pour début 2025, la nouvelle version promet des évolutions assez similaires à celles qu'on avait vues sur la Model 3 Highland. Pourtant, il y a certaines choses qui devraient changer de manière plus radicale, et en particulier les configurations qui seront disponibles sur cette voiture. On a parlé de configurations 5 et 7 places, qui seront cette fois-ci des places utilisables, mais aussi une configuration à 6 places. Certaines rumeurs disent que les configurations à 3 rangs de 2 sièges seraient également proposées. Est-ce que cela ne signifierait pas la fin du Model X? On peut se poser la question, puisque l'espace intérieur
dans le modèle Y est très proche de celle du modèle X, mis à part pour sa largeur, et d'autres configurations techniques pourraient concurrencer le gros SUV aux portes Falcon. En effet, l'analyse du code source de la machine et des fichiers cachés dans les catalogues de pièces détachées du modèle Y ont révélé, il y a déjà quelques années, que la suspension pneumatique serait compatible avec le logiciel et avec la technologie des suspensions du modèle Y. Si Tesla a lancé une version très haut de gamme du modèle Y, cela pourrait signifier la fin du modèle X, et potentiellement de la S aussi dans la foulée. En ce qui concerne les prévisions de vente, elles sont énormes. En effet, Shanghai prévoit une progression de la production et donc des ventes à 2 chiffres en termes de pourcentage. Avec une progression supérieure à 10% pour la nouvelle version, il est clair que le modèle Y n'en deviendra que plus rentable, surtout que la nouvelle version devrait encore réaliser des économies par rapport au coût de production du modèle actuel. En ce qui concerne Berlin, on n'a pas plus d'informations. Il est probable que les configurations actuelles soient reconduites, mais également introduisent l'arrivée de la version 7 places. Et peut-être aussi 6 places. Si l'avenir du modèle Y avec ce refresh se présente bien, les ventes actuelles du modèle Y sont un peu en berne, mais c'est en raison de l'âge de son modèle. Et donc, Tesla, comme n'importe quel autre constructeur avec un véhicule en fin de vie, met la main à la poche pour le rendre plus attrayant. Et pour ceux qui voudraient le modèle actuel, ça devient bigrement intéressant. Entre les prix cassés sur les modèles en stock et des crédits à 0% ou à taux réduit, la modèle Y est aujourd'hui moins cher qu'un SUV thermique vendu par les constructeurs européens. Avec des coûts d'utilisation réduits, il est clair que c'est la bonne affaire du moment. En conclusion, on peut dire que le modèle Y se prépare à une mutation pour reprendre son souffle et continuer encore quelques temps à être la mule qui rapporte la majorité des revenus à la branche automobile de Tesla, avant l'avènement de la nouvelle génération qui arrivera bientôt avec pour premier représentant le robotaxi. À suivre assurément. Comme les Japonais dont la danse autour de la voiture électrique est parfois incompréhensible, Volkswagen a décidé de nous faire un moonwalk pour avancer à reculons. Et le changement d'attitude du constructeur n'est pas sans conséquence pour ses employés. Entre 2009 et 2015, le Dieselgate a défrayé la chronique et terni radicalement l'image de Volkswagen. Si d'autres constructeurs ont réalisé les mêmes magouilles, c'est tout de même Volkswagen qui, en termes d'image, a essuyé la majorité des pots cassés. À l'époque, pour se sortir de cette situation dramatique, c'est à Herbert Diess que les actionnaires ont fait appel. Volontaire et innovant, il arrivait de chez BMW en droite ligne, après avoir initié la création des BMW i8, mais surtout i3. La i3 est une voiture à la conception exceptionnelle. Coque en carbone, moteur à aimant permanent à réluctance variable, batterie prismatique, la petite BMW avait réellement tous les attributs d'une voiture électrique de grande qualité. C'est donc à cet architecte du futur qu'ont fait confiance les actionnaires du groupe Volkswagen. Alors qu'il développait son programme avec les gammes ID, et bien sûr quelques écueils au départ, comme les logiciels des ID3 qui étaient catastrophiques, la confiance des actionnaires a été lentement retournée par peur de suivre un chemin risqué et coûteux, mais surtout qui risquait de réduire leurs bénéfices. L'arrivée d'Oliver Blume a mis un coup d'arrêt aux innovations, or la stagnation ne débouche généralement que sur une régression. La mise en pause de ces innovations ainsi que des réductions de coûts qui étaient liées, avec la nouvelle usine que prévoyait Herbert Diess, plus la résistance du réseau de distribution de Volkswagen à diffuser ses voitures électriques, ont abouti à un échec commercial mais aussi technique. La gamme ID, si elle fonctionne plutôt pas trop mal aujourd'hui, c'est au prix d'une complexité technique et de coûts de fabrication absolument hors sol. Plutôt que de donner à ses ingénieurs les moyens de franchir ce pas, le groupe a décidé de réaliser des économies en interne et de donner cet argent en externe. C'est ainsi qu'un programme de réduction des coûts de 11 milliards de dollars a été décidé, mais aussi que l'entreprise a commencé à dilapider énormément d'argent auprès de fournisseurs extérieurs. On pense en particulier à Xpeng ou à SAIC en Chine, mais aussi au programme de 5 milliards de dollars avec Rivian aux États-Unis. D'ailleurs, Elon Musk a posé la question « Comment Volkswagen va trouver ces 5 milliards pour financer ce projet ?» En tout état de cause, Volkswagen externalise ses compétences et perd peu à peu la substance même de ce qui faisait une Volkswagen, à savoir l'excellence technique. De son côté, le programme de réduction des coûts ne devait pas déboucher au départ sur des licenciements.
Enfin, du moins officiellement. Mais au final, c'est tout différent. Aujourd'hui, la direction du groupe Volkswagen a la volonté de supprimer par exemple les dispositifs visant à sécuriser les emplois des ouvriers. Et Oliver Blume entre en conflit avec le très influent syndicat IG Metall. De plus, le groupe allemand a décidé la fermeture de 2 usines en Basse-Saxe et en Saxe. Cette fermeture a été longtemps retardée, malgré l'obsolescence technique de ces usines, débouchant sur un coût trop élevé par rapport à l'évolution des prix du marché des électriques. Les décisions nécessaires ont été retardées en raison de l'actionnariat assez important du Land de Saxe dans le capital de Volkswagen. Mais au final, l'absence d'investissement et le retard de réaction vont coûter beaucoup plus cher à l'entreprise, mais aussi aux Land et aux emplois des ouvriers dans cette région. En conclusion, Volkswagen a ouvert en grand la porte du marché européen aux Chinois et à Tesla, en ne suivant pas le plan de 10. Ils en payent le prix et ce n'est qu'un début. Si le groupe Volkswagen se sort un jour de cette situation, alors les divisions grand public du constructeur en seront grandement diminuées au point de retomber dans des volumes de vente de marques de second plan. Nul ne peut dire si le projet de 10 aurait réussi, mais en tout cas, il avait une chance de le faire. On a pourtant une certitude. Le plan qui a remplacé celui de 10 à cause d'actionnaires frileux et cupides mène Volkswagen au bord du gouffre, et c'est un gouffre qu'ils ont eux-mêmes creusé. Les systèmes de conduite assistée sont une bénédiction pour la sécurité sur nos routes, mais ils ont aussi un effet pervers. Ils nous libèrent de certaines tâches et donc augmentent la tentation de faire autre chose que de se concentrer sur la conduite. Pour contrer les effets de ces tentations, l'attention des conducteurs est désormais sous contrôle, avec parfois de surprenantes constatations. Et Volvo vient de nous en faire la démonstration. Les systèmes de surveillance du conducteur se généralisent dans beaucoup de véhicules. L'utilisation de caméras intérieures permet de déterminer quelle est l'attitude d'un conducteur. Bien entendu, ces systèmes sont prioritairement là pour être certain que vous utilisez les aides à la conduite en ayant une attention suffisante pour pouvoir réagir et reprendre la main. Dans tous les systèmes jusqu'à présent, on essayait de détecter une distraction par le fait que le conducteur ne regardait pas la route. Si vous regardez la route moins de 60% du temps, eh bien, il y a de fortes chances que vous soyez distrait par d'autres choses, par votre téléphone, par l'infotainment de la voiture, ou tout simplement par une discussion, ou d'autres choses. Donc, l'alerte se déclenchait. En revanche, chez Volvo, ils ont décidé de faire autrement. Le nouvel EX90 va vous alerter lorsque vous regardez trop la route. Cela peut paraître bizarre, mais en fait, c'est tout à fait normal. Volvo a fait des études et s'est rendu compte que la meilleure attention que pouvait avoir le conducteur, c'était lorsqu'il regardait la route entre 80 et 60% du temps. Et non pas au-delà. Si vous regardez la route au-delà des 90% du temps, il y a de fortes chances que vous soyez en train de fixer le vide. Cela indique probablement une distraction cognitive. Votre esprit est en train de naviguer et vous n'avez plus vraiment conscience de ce qui se passe devant vous. C'est un peu ce qui peut vous arriver lorsque vous faites le même trajet tous les jours. Je ne compte plus le nombre de fois que ça m'est arrivé de passer à un endroit et de se dire « Ah, je suis déjà là, j'ai même pas vu le début du trajet ». Eh bien, c'est exactement cela. Vous regardiez la route, mais vous ne la voyez pas. Volvo a donc décidé d'introduire dans ses nouveaux systèmes une alerte pour ce type de situation. Et franchement, c'est une vraie bonne idée. Par ailleurs, Volvo a annoncé également, malheureusement, que le X90, tout comme le nouvel hybride XC90, ne serait pas livré avec toutes les fonctionnalités actives au départ. Il commence à faire comme Tesla pour pouvoir sortir les voitures plus tôt et donner les fonctionnalités annoncées plus tard. On espère que le délai sera plus court que pour le Cybertruck par exemple. En tout cas, les aides à la conduite continuent à contribuer à la sécurité des usagers et c'est plutôt une bonne nouvelle. Et lorsque c'est Volvo qui innove, on peut faire confiance à la réputation de la marque. Hyundai Kia a été longtemps présenté comme le challenger de Tesla, avant de perdre sa place au profit des Chinois. L'entreprise coréenne ne s'en laisse pourtant pas compter et démontre sa capacité à combattre pour retrouver sa place. Lorsque Hyundai Kia a sorti sa nouvelle plateforme électrique, on ne pouvait être que critique car elle était plutôt rudimentaire. Malgré une architecture 800 volts et tout le cortège de superlatifs donnés par le constructeur, elle était tout de même en retrait de ce qui se faisait à l'époque. Mais Hyundai Kia ne s'est pas arrêté là et a continué à travailler pour que chaque nouveau modèle fasse progresser cette plateforme IGMP au point de devenir aujourd'hui une excellente plateforme. Et on le voit avec le V9. Si le V9 partage la même plateforme que le V6,
ou la Ioniq 5, elle n'en est pas moins radicalement différente dans certains aspects, et en particulier dans les coûts de production et dans son prix final. Ioniq 5 et EV6 ont d'ailleurs été remises à jour, avec entre autres des batteries plus grandes pour des prix inférieurs. 84 kWh contre 77,4 auparavant. Du coup, chez Kia, ces modifications ont débouché sur un succès en termes de vente. Et cette année, de mois en mois, Kia progresse par rapport à l'an dernier, avec des chiffres plutôt impressionnants. C'est 27% d'augmentation des ventes pour le coréen aux États-Unis cette année par rapport à l'an dernier. La progression de ces ventes repose essentiellement sur l'EV9, puisque les ventes de l'EV6 ne progressent que de 13%. Il faut toutefois préciser que la nouvelle version avec la face avant modifiée et les améliorations techniques n'est pas encore vendue largement aux États-Unis. En revanche, en Angleterre où le nouveau modèle est déjà présent, les ventes se portent plutôt bien. Attention toutefois, le marché américain est un petit peu particulier. Et surtout, il repose essentiellement sur de la location. Comme en Europe dans les années 2020-2021, Kia devient extrêmement incisif lorsqu'il s'agit des tarifs de location de ses véhicules, ce qui explique qu'aujourd'hui, les Kia sont très bien vendus aux États-Unis, mais cela peut introduire un retour de bâton dans 3 ans lorsque les véhicules reviendront de location, où elles seront trop chères par rapport au prix du marché. Et donc, quelqu'un qui voudra renouveler sa Kia à ce moment-là risque de se retrouver avec une marge très importante à franchir pour pouvoir avoir le même véhicule, mais en payant beaucoup plus cher. De plus, les niveaux de prix affichés par Kia aux États-Unis sont compatibles avec le revenu moyen américain. En revanche, en Europe, les Kia restent toujours trop chers pour faire une percée aussi significative, ce qui ne les empêche pas de progresser, mais à une vitesse largement inférieure. Au final, après une période de flottement, Kia réussit aujourd'hui à progresser et à atteindre ses objectifs. L'arrivée des EV3 et EV4 devrait donner le même résultat en Europe qu'on a déjà aux États-Unis sur les modèles plus gros. Et finalement, c'est très bien d'avoir un concurrent qui n'est ni chinois, ni Tesla. L'émulation de la concurrence ne sera qu'un avantage pour le client final. Et c'est finalement cela qu'il faut retenir avec les succès de Kia en ce moment. Si le groupe coréen a fait un home run avec le V9, il s'apprête à doubler la mise avec le nouveau Ioniq 9. Le plus gros SUV électrique de la marque Hyundai. Si dans les gammes thermiques, le Kia Sorento et le Hyundai Santa Fe étaient des frères siamois, dans la gamme électrique jusqu'à présent, Hyundai n'avait pas de version du Kia EV9. Cela va bientôt changer avec l'arrivée du Ioniq 9 qui va prendre l'architecture mécanique du Kia. Gros SUV 7 places, le nouveau Ioniq 9 devra beaucoup de son esthétique au Hyundai 7 Concept. Les prototypes ayant été aperçus ont en effet une forme très similaire à ce concept. Toujours lisse comme un galet, le gros SUV aura des attributs esthétiques qui rappellent la Ioniq 6 et la Ioniq 5, comme par exemple les gros pixels au niveau de l'éclairage avant et arrière. Pour cette partie par contre, on verra des changements. Le concept avait un haillon entièrement en verre, ce qui ne sera plus le cas de la version de série. En revanche, les feux placés à l'extérieur et au périmètre du haillon resteront dans la dotation de série. En ce qui concerne la propulsion, il y a peu de chances de voir des nouveautés. Les moteurs devraient avoir, comme sur le V9, 200, 215 ou 379 chevaux en fonction des versions. Ce sera exactement la même chose. La plateforme est également en 800 volts, mais par exemple sur les modèles d'entrée de gamme, les batteries ne feront que 500 volts, comme sur le V9. Reste à voir comment ce nouveau véhicule va se positionner en termes de prix et en termes de marché. S'il y a une différence de style entre Kia et Hyundai, il y a également une différence de prix, et on verra comment le groupe coréen va pouvoir gérer les interférences entre ces deux modèles très similaires. Pour conclure, Kia Hyundai élargit sa gamme et élargit surtout sa clientèle en jouant sur les styles et designs afin de plaire au maximum de monde. Et ça, c'est vraiment une différence par rapport à des constructeurs comme Tesla qui n'offrent qu'une seule ligne stylistique. Et ça, c'est plutôt intéressant chez le coréen. Décidément, Hyundai a décidé de bouger dans tous les domaines, et après le flop de son modèle Nexo, ne compte pas pour autant abandonner l'hydrogène avec une nouvelle voiture plus excitante, mais aussi plus futée que sa devancière, ou même d'ailleurs que les Toyota ou Honda consommant le même carburant. Décidément, l'hydrogène revient régulièrement dans l'actualité. Si aujourd'hui cette solution pour décarboner les transports de tous les jours a fait pchit,
il y a peut-être des applications où elle pourrait être intéressante, même dans une automobile particulière. Hyundai avait présenté un prototype, la Hyundai N-Vision 74, avec une pile à combustible à hydrogène. Ce modèle ultra sport se voulait un laboratoire roulant, mais aujourd'hui Hyundai annonce qu'elle va entrer en production. Contrairement à une Toyota Mirai par exemple, la Hyundai N-Concept 74 n'est pas une voiture à hydrogène. C'est une voiture électrique. Elle est propulsée par deux moteurs électriques qui délivrent 670 chevaux, sachant que chaque moteur entraîne une roue arrière. Ça promet de beaux drifts. Pour alimenter les moteurs, Hyundai fait appel à une batterie de 62,4 kWh. On peut être surpris par la taille de la batterie lorsque l'on sait que la voiture est également équipée d'une pile à combustible et de réservoirs d'hydrogène. Mais si on regarde bien, cette utilisation est plutôt futée. On sait qu'une pile à combustible, si elle n'est pas utilisée, ne se dégrade pas. En revanche, dès qu'on l'utilise, elle va se dégrader fortement. Du coup, sur une Toyota Mirai, il faut la remplacer fréquemment. Pour la Hyundai, l'usage de tous les jours se fera par la batterie de 62,4 kWh. Et donc, la pile à combustible sera inerte. On est face à une hybride plug-in, puisqu'on va pouvoir brancher la voiture et ne pas avoir recours à l'hydrogène pour les trajets quotidiens. En revanche, sur les grands trajets, la pile à combustible de 85 kW va permettre de maintenir la batterie chargée et de parcourir de grands trajets, tout en faisant le plein assez rapidement. Cela donne au final une autonomie complète de 372 miles, soit environ 600 km. C'est plutôt bien et cela donne plusieurs avantages. Le premier avantage, c'est qu'on n'a pas besoin de mettre de stations à hydrogène dans des zones peuplées. Il suffit de les mettre dans des stations d'autoroute. Cela réduit le danger de l'hydrogène. Deuxième avantage, les entretiens. Lorsqu'on a une hybride avec un moteur thermique, il est tout de même nécessaire de faire des entretiens, même si le moteur thermique ne sert que très peu, voire quasiment jamais. Ici, la durée de vie de la pile à combustible sera grandement améliorée par rapport à une Toyota Mirai par exemple. En revanche, les réservoirs resteront toujours à remplacer à des durées relativement courtes, de 8 à 10 ans grand maximum, en fonction de leur technologie. En finalité, dans des zones comme la France, par exemple aujourd'hui, cette voiture n'a pas vraiment d'avantage par rapport au même modèle qui aurait, par exemple, une batterie de 100 kWh et une charge extrêmement rapide. En revanche, dans d'autres régions où le réseau de recharge est nettement moins important, ce système prend tout son sens. Et c'est bien la première fois que je vois une application où l'hydrogène peut avoir réellement une utilité. Comme quoi, parfois creuser des sujets techniques qui ont été écartés peut déboucher sur des choses intelligentes dans des cas extrêmement pointus. Si le génie français avait été illustré dans le dernier JMT par l'œuf électrique de Paul Arzins, l'homme que nous allons évoquer cette semaine est bien plus connu dans le monde automobile. Il a fait un pont entre aviation et automobile, tout en explorant des voies techniques qui font le bonheur de certains ingénieurs aujourd'hui. Au début des années 70, Jean-Albert Grégoire est déjà très connu dans le monde automobile. En 1952, il avait en effet présenté un véhicule exceptionnel, propulsé par une turbine à gaz, la Sokema Grégoire. Cette voiture exceptionnelle a marqué durablement les esprits et elle inspirera les auteurs de Spirou et Fantasio pour créer la turbotraction. J'avais d'ailleurs parlé de cette voiture dans la vidéo que vous trouvez ici dans les fiches. Il avait été également l'un des artisans de la Tracta A28, première voiture à traction avant, 4 ans avant la Citroën Traction, en 1930. Après la Deuxième Guerre mondiale, on lui doit un véhicule qui est iconique dans le monde de la voiture française, la Dyna Panhard. Cette voiture, traction avant, avec 4 roues indépendantes et une carrosserie en aluminium, était emblématique de l'efficience et de la simplicité de production. Sa carcasse était même coulée dans de l'aluminium. Dans une certaine mesure, Jean-Albert Grégoire a démontré la faisabilité d'un châssis moulé en aluminium pour des véhicules de série. Et c'est exactement ce que reprendra Tesla plus tard pour ses gigacastings. Donc la voiture à taille réelle, fabriquée comme un jouet dont rêvait Elon Musk après avoir examiné un modèle réduit de Model S, était déjà existante dans les années 40. Et ce, grâce à Jean-Albert Grégoire. Revenons maintenant dans les années 70. À la demande de la Compagnie Générale d'Électricité, Jean-Albert Grégoire créait l'architecture mécanique de la CGE Grégoire. Dessiné par Philippe Charbonneau, c'est un petit utilitaire qui n'est pas sans rappeler la Citroën Méhari ou les Renault 6.
Ce n'était pas le coup d'essai de Jean-Albert Grégoire puisque la Compagnie Générale d'Électricité avait déjà à la fin des années 40 demandé à Grégoire de produire une voiture électrique. C'était la CGE Tudor, qui devait être construite par la Société des accumulateurs Tudor. La voiture dispose d'un moteur à courant continu, dit compound. Elle est équipée d'un convertisseur électromagnétique permettant à la fois d'utiliser le moteur comme moteur, mais également comme dynamo afin de récupérer l'énergie au ralentissement. La CGE Tudor pesait 510 kg, plus 460 kg de batterie, soit un poids d'à peu près 1 tonne. Pour la CGE des années 70, Grégoire reprend la même architecture. La puissance de son moteur lui permet d'atteindre 80 km/h. La carrosserie est fabriquée en fibre de verre et résine polyester sur un châssis en aluminium moulé. Le moteur est placé à l'arrière, en propulsion, comme on le voit aujourd'hui sur les voitures électriques modernes, et il est alimenté par une dizaine de batteries de 12 volts. L'autonomie est d'à peu près 100 km. 2 prototypes sont fabriqués, et la transmission est un petit peu étrange. Elle est faite par une courroie crantée, un peu comme sur une Harley Davidson. Finalement, ce système ne donnera pas satisfaction et sera remplacé par une transmission par un pont arrière classique sur le prototype numéro 3 de mars 1972. Autre innovation, la voiture est équipée de suspensions pneumatiques, mais à basse pression, contrairement à ce qu'on fait aujourd'hui. Ce qui étonne dans cette petite voiture, c'est le nombre de solutions déjà présentes dans cette voiture et qu'on retrouve dans les voitures électriques d'aujourd'hui de pointe. Toutefois, à l'époque, c'était ces batteries qui la limitaient et donc qui limitaient la perspective de développement de ce modèle pour une version de série. Elle restera donc au stade de prototype malgré la première crise pétrolière qui est arrivée peu après l'abandon du projet. Comme quoi les technologies innovantes peuvent exister depuis bien longtemps, il faut que tout l'écosystème soit en place pour qu'elles soient réellement intéressantes. Avant l'heure, c'est pas l'heure, et après l'heure, c'est plus l'heure. On reste en France pour le concept de la semaine avec la renaissance d'un coupé Renault légendaire. Si moderniser un design est chose courante dans le monde automobile, il est plutôt rare de voir un constructeur se lancer dans un resto mode, qui est plutôt du domaine des préparateurs et autres ateliers custom. Qui se rappelle que dans les années 70, Renault faisait des coupés extrêmement intéressants. Si on a tous en tête les Ford Capri, les Opel Manta, les Renault 15 et Renault 17 étaient largement plus confidentiels, même en Europe. Si en France on les voyait souvent, les deux Allemandes trustaient le marché européen des coupés à prix raisonnable. À son arrivée chez Renault, Luca De Meo a voulu ressortir toute l'histoire et le patrimoine de Renault, afin de réaliser de nouvelles voitures. C'est ainsi qu'est née la R5 électrique, un prototype de Renault 4 et la future Twingo électrique. En parallèle de modèles plus modernes, Renault veut faire revivre l'histoire de la marque et le nouveau concept de Renault 17 électrique est aujourd'hui dans cette droite ligne. Utilisant la collaboration de designers extérieurs, Renault a cette fois-ci décidé d'utiliser la base exacte de la Renault 17 pour lui donner une nouvelle vie et a fait appel au designer Ora Ito. Dès le premier coup d'œil, la filiation entre la Renault 17 d'origine et la version d'Ora Ito est indéniable. Et pour cause, la coque de la voiture est identique. Pour ce projet, le cahier des charges imposait d'utiliser la cellule centrale de la voiture. Et donc, le designer s'est concentré sur la partie avant et la partie arrière, mais aussi sur le galbe des ailes afin de donner plus de largeur et plus d'assise à la voiture. Si la face avant passe des feux ronds aux feux rectangulaires, ce qui lui donne un faciès un petit peu différent et un peu plus complexe que la voiture d'origine, la partie arrière et sa longue bande de LED est dans la droite ligne du modèle restylisé de la Renault 15 ou de la Renault 17. À l'époque, on pouvait distinguer les deux modèles par la forme de ses vitres arrière. La Renault 17 présentait des persiennes, et les persiennes on les retrouve sur le nouveau concept. Elles sont toutefois largement plus discrètes et mieux intégrées que celles d'origine. Les jantes sont largement plus grandes, plus larges et prennent place dans des ailes gonflées. Finalement, lorsque l'on regarde la voiture à l'extérieur, elle ne déparerait pas dans un film de science-fiction ou dans Cyberpunk 2077. Et c'était l'effet voulu. Ora Ito revendique en effet ses inspirations. Pour la partie intérieure, le designer a conservé les fameux sièges pétales iconiques de la marque dans les années 80. Il les a simplement regarnis avec des matériaux plus modernes. Pour la planche de bord, les 4 cadrans d'origine sont conservés. Ils adoptent toutefois une forme rectangulaire afin d'accueillir des écrans LCD. L'écran d'infotainment est également intégré dans la nouvelle planche de bord qui a une très grande simplicité. On retrouve la forme centrale du volant
et les branches largement galbées, mais avec une jante épaisse et rectangulaire. Au niveau technique, le moteur passe à l'arrière et la voiture devient une propulsion. Les 270 chevaux de la bête sont alimentés par des batteries placées sous le capot de la R17 d'origine. Cela permet de conserver une coque aux dimensions de la version d'origine sans réduire l'habitabilité. En tout cas à l'avant. En effet, la garde auto à l'arrière, déjà problématique dans le modèle d'origine, est ici ridiculement faible. En revanche, si la coque de la R17 est conservée, la peau extérieure est réalisée en fibre de carbone, ce qui permet au prototype de conserver un poids inférieur à 1400 kg. Si Renault a dévoilé l'aspect de sa voiture et quelques informations techniques, toutes les informations seront disponibles au Salon de Paris lorsqu'elle sera présentée officiellement au public et visible directement sur le stand de Renault. En revanche, contrairement au concept Renault 4 ou Twingo, vous pouvez ranger votre carte bancaire. C'est un prototype pur qui n'a pas vocation à devenir un modèle de série. L'utilisation de la coque d'origine de la R17 empêcherait en effet de passer les normes de sécurité actuelles. Et c'est finalement bien dommage, vous ne trouvez pas ? Pour finir ce JMT, je vous rappelle que le 28 septembre aura lieu le Bourgogne Electric Day à Montchanin. J'y serai présent et donnerai une conférence qui sera par la suite un épisode à part entière. Vous pourrez également essayer des dizaines de véhicules électriques sur circuit et déguster des cocktails dans une ambiance détendue. Donc, si vous avez un moment pour me rejoindre ce jour-là, n'hésitez pas. Voilà, ce journal est terminé, merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. S'il vous a plu, un petit pouce pour le référencement est apprécié, tout comme votre abonnement si ce n'est pas déjà fait. Je reviendrai la semaine prochaine avec un nouveau JMT, mais vous prépare déjà une belle série de vidéos pour l'automne. Et vous verrez, on ne va pas s'ennuyer. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous dis à bientôt pour un prochain épisode du Choucroute Garage. Portez-vous bien. Ciao.